Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à la chaîne des valeurs Mourchid TV. Merci aussi de nous retrouver dans votre émission à vos contributions qui reçoit chaque semaine un auteur de contribution publique. Et pour ce présent numéro, nous recevons M. Déthié Diouf. Il est le président du parti Vision Alternative pour le Sénégal, VISA. M. Diouf, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Vous êtes aussi un ambassadeur de la paix, une des casquettes que vous portez. Mais vous êtes là en tant qu'auteur d'une contribution que vous avez publiée et qui s'intitule « Dépasser les incompréhensions pour réussir le CDP », c'est-à-dire le contrat de performance. Et là, vous évoquez la situation à l'université, notamment, je peux même dire les universités du Sénégal. Parmi aussi vos casquettes, vous avez été représentant des étudiants dans les plus hautes instances universitaires de 1996 à 2000. Donc, vous êtes à même de parler de ce qui se passe à l'université. Je rappelle que le titre de votre contribution, c'est « Dépasser les incompréhensions pour réussir le CDP ». Mais je note aussi qu'au moment où vous écrivez cette contribution, l'État et les représentants des étudiants des universités du Sénégal n'avaient pas encore signé le protocole d'accord. Aujourd'hui que cela est fait, est-ce qu'on peut dire que toutes les incompréhensions ont été dépassées selon vous? Pas du tout. Pas du tout. Les incompréhensions ne sont pas dépassées. Et je dis que en fait, cette contribution, je l'avais déjà écrite au mois de janvier d'abord. C'était au lendemain donc, de la journée d'études qui avait été préparée pour les étudiants. Alors donc, au lendemain de cette journée d'études, il y a eu la cérémonie officielle de lancement du contrat de performance, donc qui a réuni les étudiants à une salle archi-comble. Donc c'était la première rencontre du ministre actuel avec l'université de Dakar. Quand j'ai vu ça, j'ai dit il faut que le cinéma là arrête. Donc j'ai automatiquement écrit parce que j'ai vu qu'on était en train de se diriger vers une situation qui s'est présentée aujourd'hui. Alors donc j'ai rencontré aussi le ministre pour lui dire, monsieur le ministre, je pense que vous êtes une chance pour l'enseignement supérieur, pour votre parcours, pour votre, en tout cas, votre caractère, vos qualités personnelles. Alors vous ne devez pas échouer. Et pour ça, en tant que en tout cas, un acteur qui a marqué le mouvement étudiant de sa création jusqu'à nos jours pour le nombre de mandats et les instances occupées, j'ai vu qu'il y a telle chose qui se pose. Quelles étaient vos inquiétudes? Parce qu'on a amadoué les étudiants avec les ordinateurs dont on paye 500 francs par jour, des ordinateurs presque à 15 000 francs. Donc chacun était curieux de venir voir, n'est-ce pas? Donc ils étaient venus à cause de cette annonce. Et quand ils sont venus, tout ce que les gens disaient, j'étais dans la salle, ne les intéressait pas. Et le séminaire qui s'est déroulé, les conclusions, en fait, n'ont pas été matérialisées par un document. Alors donc, j'ai dit qu'on a juste fait de la politicienne, du voiement, pour dire qu'au ministre que la communauté universitaire de Dakar est d'accord. Les enseignants qui sont là, beaucoup d'entre eux sont des jeunes à nous, parce qu'ils étaient nos cadets dans le mouvement étudiant et tout, et aujourd'hui c'est eux qui occupent les syndicats et autres. Donc j'ai changé avec certains, mais j'ai vu que chacun se sentait étranger. Vous voulez parler du SAES? Oui, du SAES, il y a le porte-parole du SAES, M. Yankoba Seydi, qui est un jeune frère, Dr Yankoba, qui est notre jeune dans le mouvement, qui est arrivé après nous dans le mouvement étudiant. Et d'autres qui sont venus après les Babacar Diop, ainsi de suite, qui sont des enseignants, et d'autres dans d'autres secteurs. Alors donc, en rencontrant ces derniers et d'autres, on s'est rendu compte qu'ils se sentent tous étrangers. N'est-ce pas? Donc, le management qui a été mené par le recteur n'était pas le bon. Alors, et dans le milieu universitaire, il ne faut pas agir de la sorte, d'une manière politicienne, c'est-à-dire faire en sorte que les gens se retrouvent pour dépasser une situation. Donc vous estimez qu'on a trompé les étudiants, on a les trompé enseignants même? Les étudiants, on a trompé. Ce qu'on a montré au ministre, ce n'était pas la réalité.
Et j'ai attiré l'attention du ministre. Et je suis parti. J'ai fait ce que je devais faire avec le recteur. Je lui ai parlé, je lui ai écrit, j'ai fait, parce que moi, c'est pas cette situation-là qui me plaît. Nous avons tout donné à ce mouvement étudiant. Et nous pensons que ce mouvement, l'université mérite plus que ça. Parce que, en parlant du CDP, tant qu'il n'y a pas de stabilité, on ne peut pas réussir un contrat de performance. Et je dis que ce CDP est une nécessité impérieuse. Parce que l'enseignement supérieur a besoin de ça, a besoin d'un résultat meilleur, n'est-ce pas, a besoin donc d'une amélioration dans laquelle les étudiants doivent contribuer. Mais est-ce que ce n'est pas ce contrat de performance aussi qui justifie les réformes? Ou bien il y a quelque chose qui se cache derrière? Mais vous savez, en fait, en 1996, nous avons fait la première réforme, le PAES, le projet d'enseignement, d'amélioration de l'enseignement supérieur. Ça a été un peu malmené, mais au moins les gens ont cherché à nous associer avec l'ancien recteur, le meilleur de tous les temps, le recteur Souleymane Niang, paix à son âme. Alors donc, mais il n'y a pas eu cette volonté politique pour l'accompagner, pour mettre les moyens. Mais au moins, cette réforme-là a eu quand même quelques résultats. Mais il y a des volets, sacrifices des étudiants qui nous ont amenés à faire, qui a exclu des milliers et des milliers d'étudiants. Mais ce qui était dû aux étudiants n'a pas été fait. Ce qui a justifié en 1997 la réaction des étudiants et la mise en place de ce qu'on a appelé le CGC, le comité de gestion de crise. Donc, ça en était trop. Le directeur du cours de son temps avait le soutien politique de l'ancien régime. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. C'était la période dans laquelle, en fait, les chambres universitaires n'étaient pas totalement occupées. Parce que tous les étudiants qui étaient là n'avaient pas accès aux œuvres universitaires. Donc, on a vécu une situation beaucoup plus difficile. En 2005-2006, il y a eu cette deuxième réforme pédagogique avec le système LMD. Ça a été malmené. Donc, il y a eu un problème de management. Cette troisième réforme-là qui est là, n'est-ce pas, aussi, est très malmenée. Et c'est pas parce que quand tu conçois, tu dis, voilà une affaire pour la communauté universitaire. C'était ça le slogan, j'ai le document. Quand j'ai vu, j'ai dit, ça a trahi leur façon de faire. Quand tu dis une affaire pour la communauté, donc tu amènes quelque chose, tu dis, c'est comme si tu dis à vos enfants, je vous ai amené ça. Et même dans ta maison, ton enfant à qui tu achètes des chaussures ou des habits d'une grande valeur, il peut se sentir étranger à ça. Tu lui donnes 10 000 francs ou 5 000 francs, il se trouve des chaussures ou des jeans donc, auxquels il s'attache beaucoup plus. Donc on ne doit pas traiter les étudiants comme de gros enfants. Mais quand même, les étudiants, que ce soit à l'université de Thiès, l'université de Saint-Louis, de Ziguinchor, Dakar, ils ont fini par tous signer quand même. Mais oui, vous savez, en fait, tout le monde s'y est mis. Nous nous sommes mis parce qu'il y a eu le médiateur de l'université qui a fait appel à nous. D'autres aussi acteurs ont fait appel à nous. Donc il y a eu 3 initiatives donc, qui ont fait appel à nous. Donc on s'est senti encore ce devoir de se remettre. Parce que aussi, quand moi je suis un ambassadeur de la paix, j'appartiens à un organisme qui est au Conseil économique et social de l'ONU, qui s'appelle la Fédération pour la paix universelle. En 2011, j'ai nommé les leaders, ils étaient 14, chaque président d'amicale et chaque président de commission sociale. Je les ai nommés ambassadeurs de la paix. Après une discussion qui a duré toute une nuit, ils ont accepté. Et à partir de ce moment, en 2011-2012, les gens n'ont pas compris pourquoi les étudiants ne se s'entretuaient pas pour des questions de codification. Parce que j'étais à l'affût et je ne faisais foi du moi. Quand tu œuvres pour la médiation, pour la paix, c'est un travail ingrat. Mais si tu veux le faire et dire aux gens, je suis là, c'est moi qui ai fait ça, ça ne marchera pas. On l'a fait pendant 2 ans. On ne l'a pas fait pour être félicité par le ministre ou pour être félicité par... On l'a fait par rapport à ces étudiants. Parce que nous pensons que ces étudiants-là ont un potentiel extrêmement intéressant. Mais souvent, ils sont mal pris ou ils sont pris d'un côté tellement négatif. Parce que leur image est galvaudée et ça, ils ont leur responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des dirigeants qui ont fait un processus de maturation. C'est des leaders d'occasion, souvent qu'on a, qui méconnaissent les textes, qui viennent par des circonstances ou par des trucs politiques. Certains peuvent arriver, n'est-ce pas, aux instances. Je ne dis pas que c'est tous. Et je ne dis pas que aussi les gens qui sont là parce qu'ils ont été manipulés politiquement. Non, non, non. Parce que moi, j'ai dirigé cette université pendant 4 ans, n'est-ce pas? Et pendant 4 ans, je n'ai jamais appartenu à un parti. Et ces étudiants-là qui ont signé récemment le protocole d'accord avec le ministre de l'Éducation, selon vous, ils n'ont pas été manipulés?
Non. Je pense qu'il y a eu même une approche politicienne, donc des appréciations politiciennes, parce qu'on disait, je discutais avec un jeune de l'APR, j'ai discuté avec 2 jeunes qui sont des responsables, et les idées qu'ils développaient, non, c'est des jeunes politiciens, parce que parmi les étudiants de la faculté des lettres, parce qu'il faut comprendre que dans l'enseignement supérieur, le problème de l'enseignement supérieur, c'est l'université de Dakar. Et dans l'université de Dakar, le plus grand problème, c'est la faculté des lettres et sciences humaines. Ça, c'est la réalité. Et pourquoi? Parce que tout simplement, le département d'anglais, simplement, l'effectif du département d'anglais dépasse l'effectif des autres universités réunies. C'est déjà un grand problème. Et l'université, la faculté des lettres, a un budget, n'est-ce pas, donc, qui est insignifiant. Il faut des moyens. Il faut que les autorités acceptent de mettre les moyens ou acceptent de prendre des décisions de réforme. C'est-à-dire que transformer la faculté des lettres en une autre université ou prendre des décisions courageuses. Mais on ne peut pas vouloir donner moins de 250 millions ou moins de, en tout cas 200 millions à la faculté des lettres qui fait plus de la moitié des effectifs de l'université de Dakar et donc le département d'anglais qui fait plus des effectifs de toutes les autres universités. Mais est-ce que ce dépeuplement, entre guillemets, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar aussi n'est pas inscrit dans l'esprit de la réforme? Mais oui, ça dit que cette réforme-là, en fait, telle que menée, pose problème. Parce qu'il faut discuter avec les gens. Voilà la situation universitaire. Ça ne peut pas continuer, vous en êtes conscient. Les étudiants en sont conscients, les gens en sont conscients. Mais quand tu prends une décision forcée, par exemple un étudiant qu'on a pris, qui a parlé au nom des étudiants, de tous les autres étudiants, qui est parti en France, il y a eu toutes les supputations, toutes les interprétations possibles. Certainement même cet étudiant est parti de par ses propres moyens. Mais dans le passé, on a vu qu'à chaque fois que quelqu'un est là, donc il y a des problèmes. Bon voilà, quoi, l'État fait tout pour le dégager, pour l'amener à l'étranger. Quand il y a eu le problème de Balagay, l'État en son temps a amené tous les dealers en France. N'est-ce pas? Donc à chaque fois c'est le cas. Donc cette pratique de l'État pose problème. De ce fait, donc c'est l'État lui-même constitue le blocage. Le blocage, c'est-à-dire que la corruption est installée de manière inconsciente ou de manière passive par les autorités elles-mêmes. Ils montrent que quand tu déranges, n'est-ce pas, on te trouve les moyens de partir. Et donc les étudiants s'engouffrent. Maintenant, la force physique prend le dessus sur la force de l'argument. Donc ça, c'est les autorités qui sont elles-mêmes responsables, sans s'en rendre compte. Peut-être ils ne voulaient pas. Peut-être ils ont pensé, oui, on peut aider un, on peut aider deux. Après, les autres se sont engouffrés parce qu'ils se passent le mot, les étudiants. C'est un groupe. Boy, non, def, comment tu as fait? Non, c'est comme ça, option de guerre, c'est parti. Et les autres viennent, chacun emprunte cette voie. Et ça, il faut que ça s'arrête. Parce que tant que les autorités permettent aux étudiants qui perturbent et autres de partir en France, ça posera problème. Ça n'a rien à voir avec un étudiant qui fait son parcours, au finish qu'il trouve un emploi parce qu'il peut être utile à la communauté universitaire. Il y en a, ils ont montré leur engagement, ils ont montré leur conviction. Mais au moins pour cet aspect corruption qui a existé et qui existe, peut-être la tendance... non, la tendance diminue. Parce que pour cet étudiant-là, je le connais, n'est-ce pas, je sais qu'il est parti par ses moyens. Il est parti par ses moyens. Mais le contexte et les occasions ont fait que, effectivement, tout le monde a pensé qu'il a pris la parole, qu'il a donné l'engagement des étudiants. Or, les étudiants n'ont jamais donné leur engagement de cette sorte. Il y a l'étudiant Falamane qui a représenté les étudiants durant tout le processus. C'était lui le porte-parole, c'était lui qui a toujours parlé au niveau du séminaire des étudiants, au niveau du CDP, au niveau donc de la commission nationale là, qui s'est mise en place. Mais cet étudiant-là, quand on a voulu le mettre, n'est-ce pas, c'était le président des étudiants de la faculté de médecine. Donc, et pourquoi aujourd'hui la faculté de médecine prend toujours la parole et ils ont l'effectif le plus réduit? C'est parce que simplement, eux, ils sont dans la légalité. Les autorités préfèrent suspendre les amicales. Ils l'ont commencé, ensuite ils en ont fait une pratique, ce qui n'est pas normal. Les autorités ne doivent pas violer les textes. Les autorités n'organisent pas les élections. Et quand le milieu universitaire, il peut avoir des circonstances de convenance. Voilà le directeur du CODU, ou je ne dis pas l'actuel parce que je ne l'ai pas trop pratiqué, mais pour l'expérience des directeurs qui sont pas, chacun cherche à avoir son gang. Le recteur cherche à avoir son groupe, le directeur des bourses cherche à avoir son groupe, donc les doyens, chacun cherche à avoir son groupe.
Finalement, ça dit que c'est eux-mêmes qui créent les problèmes. Parce que quand il y a un problème de bourse, la répercussion est sociale, la répercussion est pédagogique. Au lieu d'être solidaires entre elles, ces autorités, en fait, ils préfèrent chacun pousser le problème vers l'autre. C'est ça. Et ils gèrent la même cible. Donc ça, c'est un problème qui doit être réglé. Les autorités universitaires doivent savoir que l'université est un tout lié. On ne doit pas souhaiter que l'autre ait des problèmes. Parce que quand il y a un problème pour tel secteur, ça aura des répercussions négatives dans tous les autres. Alors, mais sous un autre angle, ça dit qu'il faudrait que ces autorités, il y a des textes, il y a 3 décrets qui organisent les étudiants. Le décret donc 70 1181 qui organise la représentation au niveau des instances, le décret 68 860 qui organise les amicales et le décret 75 890 qui organise la représentation au niveau du COUD. Mais nous, depuis notre temps, depuis 99-2000, on n'a plus organisé. Or, chaque année, c'était organisé. C'était les élections générales. Moi, je gagnais la faculté des lettres, un autre gagnait dans une autre faculté. Ensuite, on se retrouvait tous jusqu'à l'ESP de Thiès autour des élections et 4 personnes étaient élues comme titulaires, 4 autres sont élus comme suppléants. Et on avait des dissensions plus profondes. Mais on savait se dépasser. Mais ces autorités elles-mêmes ont fermé les portes de dialogue, les cadres de concertation. Parce que ces assemblées de département, assemblées de fac, assemblées de l'université, conseil d'administration du COUD ne doivent pas être organisées une seule fois dans l'année. Mais visiter, il y a peut-être peu de trucs qui organisent des assemblées de département. Alors donc, si le cadre qui doit les réunir pour discuter sans violence, parce que, en fait, quand on est dans une situation de crise, quand on veut discuter en situation de crise, les données changent. Mais quand on discute naturellement, on a une démarche proactive. Cette démarche proactive permet simplement de trouver des solutions avant l'avènement des problèmes. C'est ça. Et ça, c'est véritablement un problème de management. D'accord. Ouais. Mais Déthié, comment est-ce que vous analysez la réaction du représentant de l'université Gaston Berger à la sortie de la signature du protocole d'accord entre le ministre de l'Enseignement supérieur, ce représentant de l'UGB qui dit qu'il a signé suite au chantage de l'État? Pour moi, d'abord, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable parce que quand on est quelqu'un qui se bat pour des idéaux, tue-moi, on me tue, mais on ne doit pas me déshonorer. Il a accepté. Et quand je l'ai écouté à la télé, parce que le jour de la première signature, j'étais là-bas, invité. Donc, je suis venu participer parce que j'étais heureux de voir que l'université, en tout cas, l'enseignement supérieur était en train de franchir un pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut dépasser cette situation d'incompréhension. C'est parti simplement des incompréhensions. On a décidé à la place des étudiants. Ensuite, on est venu donner l'impression qu'ils sont d'accord et ils ne sont pas d'accord. Ils ont réagi. On a fermé les structures officielles qui pouvaient leur permettre de se retrouver, de discuter. Et le jour, pourquoi les autres universités de Dakar n'est pas venu, c'est parce que les autres ne pouvaient pas accepter qu'un groupe, par exemple, quand tu prends la faculté de lettres, il y a 10 listes, il y a 10 groupes qui sont là. Maintenant, aucun groupe n'acceptera que l'autre soit mis au devant de la scène. Alors donc, c'est les autorités elles-mêmes qui ont pris des décisions qui ont maintenant des répercussions. Moi, j'ai toujours insisté d'organiser les élections. Et même quelqu'un qui bénéficie de la confiance des étudiants, tu peux parler plus avec lui pour trouver des solutions que quelqu'un qui te dit « ouais, c'est une tête brûlée, vraiment, s'il est là, ils vont faire la violence ». Quand un doyen, n'importe lequel, reçoit un message, tu dis que ouais, les étudiants m'ont menacé par voie de conscience, je suspends. Ce n'est pas normal, c'est de l'abus. L'abus doit cesser. Donc, ces gens d'incompréhension, tu traites ces étudiants donc, comme des irresponsables. Ces étudiants aussi ont des attitudes parfois irresponsables, n'est-ce pas? Alors, donc, tout ça, l'un dans l'autre mêlé, l'État aussi, qui prend parfois certaines décisions, il y a problème. On a parlé de problème d'argent. Et ça, c'est le problème de gestion et aussi l'un des autres, l'un des trucs. Parce que quand on exige, on demande aux étudiants des contributions pédagogiques et autres. Et ils ne sentent aucune amélioration dans leurs conditions donc, pédagogiques, ça pose problème. Donc, le révolte par rapport à la hausse des inscriptions est justifiée? Et justifié. L'université de Dakar, les universités doivent être auditées. Il y a un problème. C'est le milieu où véritablement la nébulosité est vraiment une règle normale, acceptée. Tu vois, chacun a sa petite caisse qu'elle gère. Bon, il y a des masters, des trucs qui sont créés, qui devaient être simplement des trucs normaux, donc, et qui sont utilisés pour enrichir certains. Personne, il n'y a pas d'autorité. C'est justement ça. Alors maintenant, quand tu donnes ton argent,
mais tu veux savoir, tu veux sentir qu'il y a effectivement donc une amélioration dans ma participation. Mais il n'y a aucun comité... Donc on se sucre sur le dos des étudiants. Mais tout à fait. Il n'y a aucun comité mis en place pour une gestion transparente. Il y a eu une expérience très heureuse à l'université Gaston Berger avec l'actuel ministre, mais c'est un modèle qui peut marcher. Quand les étudiants mettent leur argent, montrez-leur que voilà, si vous cotisez tel, voilà ce que ça peut servir. Il y a un déficit de professeurs d'encadrement pour les étudiants qui sont en master, qui sont à certains niveaux. Mais l'université ne peut pas recruter tous ceux qui ont le profil ou tous ceux qui aspirent à ces postes-là. Parce qu'il faut qu'un poste soit libéré pour qu'on puisse recruter un autre. Mais ces gens-là qui ont le niveau, qui ont les qualifications, tu ne peux pas les payer au même titre, au même barème que ceux qui sont là, recrutés, fonctionnaires de... Donc vous, Déthié, si je vous comprends bien, vous donnez raison à ceux qui pensent que l'argent est véritablement le nerf de la guerre à l'université. Mais tout à fait. Dans les amicales, il y a problème, parce qu'on dit que maintenant c'est des millions. Et aujourd'hui, c'est de notre temps que les questions d'assurance, là, les ristournes, c'est avec nous. C'est avec moi que le gars du Sénat avait pris contact. J'ai les documents jusqu'à ce jour. C'est avec nous qu'on a eu le ristourne des étudiants. Parce que c'est nous qui nous étions battus avec le recteur Souleymania qui a compris. Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'estime pour moi. Il savait que je n'étais pas manipulé politiquement et que les positions que je cherchais à défendre étaient des positions justes. Ils accédaient souvent à nos demandes. Donc ça s'est réalisé avec le recteur, l'ancien ministre Souran. Mais aujourd'hui, il y a une manne financière qui est là. Mais aucune structure, aucune disposition n'est prise pour permettre à quelqu'un, en tout cas un groupe qui reçoit de l'argent, ou des dizaines de millions, quelques millions, tu le reçois en fin de gestion, tu dois pouvoir au moins présenter un bilan. Donc il faut beaucoup plus de transparence. Mais il n'y a pas de transparence, il n'y a aucune organisation, autant chez les étudiants que chez les autorités. Donc ça pose problème. Si on demande une contribution, la contribution, tu sais que si je mets ça, ça me permettra d'avoir tel, ça permettra d'améliorer les conditions, ça permettra de recruter à temps partiel certains qui ont le niveau, qui peuvent nous encadrer pour nous permettre de faire nos mémoires, d'être encadrés. Les étudiants sont là, ils peuvent mettre des années sans pouvoir être encadrés. Parce que ceux qui sont le quantum ou le nombre de mémoires ou de trucs que tu as à faire, tu l'as. Parfois, tu as ta volonté en tant que professeur de les aider, mais il y a un seuil que tu ne peux pas dépasser. Tu dois préparer tes cours, Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui sont laissés en rade. Alors, si tu n'es pas quelqu'un qui a des entretiens et tout ça, tu peux être laissé en rade. Ça pose problème. Ce qui fait que même quand on met les 30 ans, il y en a qui sont dans ça parce qu'ils n'ont pas été encadrés, ils n'ont pas trouvé preneur pour ça. Et donc là, tu ne peux pas condamner les enseignants de l'université. D'autre part, je dis que ça dit que la communauté, si le dialogue était fait, d'abord on saurait, voilà la source, on cotise, voilà, on met notre contribution. Il y a un comité, voilà, il y a 2 étudiants qui sont là. L'argent est géré. Voilà, et ils peuvent dire, nous voulons que notre argent puisse aller à tel niveau. Il y a des niveaux où les étudiants ne peuvent pas être impliqués. Il y a des décisions sur lesquelles, par exemple, c'est les autorités qui peuvent se retrouver. Mais après avoir discuté sur des questions, parce que quand tu discutes de l'avenir des jeunes, ce ne sont pas des enfants, n'est-ce pas? Pour beaucoup de questions, ils peuvent être associés. Mais sur certaines, vous pouvez discuter, mais vous leur proposez clairement. Pour leur dire que voilà, nous proposons telle chose, parce qu'il y a telle et telle erreur. Ils vivent les problèmes avec toi. Si tu poses du doigt, les problèmes, ils peuvent être d'accord avec toi. C'est ça. Maintenant, tu leur demandes, eux, de te proposer des solutions. Souvent, ils peuvent te donner des solutions qui sont beaucoup plus applicables, qui peuvent engendrer moins de problèmes que les solutions que les autorités proposent. C'est ça. Donc, moi, je pense que maintenant, pour l'étudiant, je pense que sous la pression, personne ne peut, on te met pas le couteau à la gorge. Sinon, tu préfères démissionner en disant que je n'accepte pas de signer dans ces conditions. Tout le monde sait que tu as refusé de signer dans telles conditions. Mais tu signes. Ensuite, tu dis que non, c'est sous la contrainte, c'est pas responsable. Je dis que c'est maladroit pour eux. D'accord. Dès que vous, pendant plusieurs années, vous avez représenté les étudiants dans les plus hautes sphères du milieu universitaire, est-ce que la signature d'un protocole d'accord garantit la stabilité à l'université? Pas du tout. Vous savez, il y a toujours des risques de perturbation. Mais oui, parce que aujourd'hui, on a appris, on voit les étudiants s'épancher dans la presse par rapport à un des leurs qui a été kidnappé. On ne sait par qui. Certainement, il n'y a que l'État qui peut le faire.
n'est-ce pas? Donc prendre quelqu'un qui a fauté, on ne sait pour quelle raison, parce que je ne peux pas me prononcer. Mais au moins, si quelqu'un disparaît et pour avoir été une tête brûlée ou un radical, c'est parce que simplement là où il dérange, c'est du côté de l'État. Et le professeur, le ministre, le professeur qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, j'ai eu l'occasion de lui dire parfois, vous vous prononcez d'une manière un peu maladroite. Parce que quand tu dis non, il n'y a pas de dialogue, c'est fini, pour moi, ce n'est pas comme ça. Tu as discuté avec eux, ils t'ont donné la parole. Le jour, ils peuvent changer. L'étudiant peut être versatile, mais prends l'opinion à témoin. Ah, on a discuté pendant des jours, tu donnes des dates, des indications très claires. Lui, voilà ce qu'il a eu à dire. Aujourd'hui, s'il vient dire ça, je prends l'opinion à témoin. Et là, ce serait un moyen de communiquer. Nous sommes des Sénégalais. La communication, la façon de parler a une signification. Mais quand tu dis non, c'est fini. Non, ça, ce n'est pas une manière pour une autorité de s'exprimer. Et j'ai eu à lui dire, moi, je ne dis pas comme ça, j'ai eu l'occasion de le lui dire, n'est-ce pas? Et je le dis toujours, pour les étudiants, quand ils fautent, je leur dis, si je trouve que quelqu'un fait une faute, je lui dis. Quand je vois que le recteur a une façon de faire qui n'est pas ça, donc j'ai l'occasion de lui dire, je lui envoie un SMS, parfois il ne réagit pas, mais bref, moi, je fais mon devoir. C'est que le secteur, n'est-ce pas, donc c'est une préoccupation nationale. Et tout patriote, quelqu'un qui connaît, parce que aussi, quand tu ne connais pas, tu n'as pas été dans les instances, tu n'as pas siégé, il y a des choses que tu ignores. Si tu veux te faire prévaloir d'expérience, or tu n'as jamais siégé, non, écoute, ça ne peut pas passer. Voilà. Donc ça, Voilà, Déthié, il nous reste juste une minute avant la fin de cette émission. Pour conclure, après avoir signé cet accord entre les étudiants et l'État, quelle garantie il faut quand même s'entourer pour que l'université retrouve sa stabilité? Je pense qu'aujourd'hui, il faut aider les étudiants à se réorganiser. Il faut réorganiser le secteur. Il n'y a pas de mouvement étudiant s'il y a souvent des mouvements d'humeur. Et aujourd'hui, nous, avec des générations qui sont là, depuis nous, aux générations les plus récentes, n'est-ce pas, nous avons échangé et nous avons une solution par rapport à ça. Parce que si véritablement on ne les aide pas de la base au sommet jusqu'à la structure centrale à se réorganiser, en fait, on n'aura jamais de problème. Ils vont parler toujours de voix discordantes. Chacun voudra montrer qu'il a sa sphère d'autorité et il va chercher à l'exercer pour montrer que lui, il existe, n'est-ce pas? Mais quand les textes sont mis en place de manière très correcte, de manière très consensuelle, et il faut quand même choisir des gens qui savent, qui connaissent et qui jouissent d'une certaine crédibilité au niveau donc, de ces étudiants-là. Ensemble, on peut trouver, n'est-ce pas, donc des solutions pour réorganiser le secteur. Parce que la désorganisation du secteur par les autorités elles-mêmes entraîne cette situation-là. Tu signes avec X, l'autre te dit ça ne m'engage pas. Parce que lui aussi, il veut montrer qu'il est là et qu'il existe. S'il élève la voix, la presse lui tend le truc. Et là aussi, la presse, voilà, la presse aussi a une responsabilité, il faut lancer un appel. Parfois, il y a des trucs qui ne méritent pas d'être mis en valeur. Certaines dissensions ne méritent pas d'être relayées. Parce qu'on continue à se mettre dans un engrenage, on ne s'en sortira pas. Parfois, il faut être merci pour cette pierre jetée dans le jardin de la presse. Je vous remercie en tout cas, Déthié Diouf. Je rappelle que vous êtes le président du parti Vision Alternative pour le Sénégal. Mais vous êtes là en tant qu'ambassadeur de la paix, on peut dire médiateur sur la crise universitaire. Et vous avez pendant longtemps été représentant des étudiants dans des hautes instances universitaires. Et vous avez publié aussi une contribution qui s'appelle Dépasser les incompréhensions pour réussir le contrat de performance en parlant de l'université, des universités plutôt du Sénégal. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de partager le fruit de votre réflexion. Chers téléspectateurs, c'est tout pour votre émission, à vos contributions. Merci d'avoir suivi et rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.